une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris. Donc là, c'est un projet que nous avons développé sur le toit d'un parking. Nous avons restructuré complètement le site il y a quelques années et on a créé un parking silo et on a dédié le dernier étage à ce projet d'agriculture urbaine sur le toit du parking silo. Alors c'est une surface qui fait 1200 mètres carrés, qui est composée d'une centaine de bacs productifs et environ de 500 mètres carrés de parcelles sauvages. Il y a un mixte entre des arbres fruitiers, des plantes potagères et fruitières, ornementales, aromatiques, inspirées de l'agroécologie, et on peut y produire environ une centaine de variétés différentes. Alors ce projet a une particularité, c'est qu'il a avant tout une vocation pédagogique, en plus de sa vocation productive, mais surtout une vocation pédagogique, puisque nous avons créé un partenariat avec le lycée horticole Bougainville de Brie-Comte-Robert, qui se situe à une trentaine de kilomètres du magasin. Donc en fait, ce potager est exploité et entretenu par les élèves du lycée horticole, ce qui leur fait un terrain d'expérimentation pour leurs études. Donc en fait, la production est vendue en magasin. C'est une production anecdotique par rapport au volume du magasin. Néanmoins, ça nous permet de renforcer la communication avec nos clients, ça crée de l'échange, puisqu'on a dédié un espace de vente dédié pour ces produits du potager. Je ne sais plus si j'avais des photos. Donc voilà, quelques photos du potager sur le toit. Voilà, donc on a créé. L'objectif, c'est plus de créer du lien. On invite également des écoles, on invite les enfants à venir jardiner, on organise des ateliers, etc. Donc c'est pas la valeur productive et la valeur marchande du potager n'est pas le cœur du sujet. On est plutôt sur de la formation, de l'ancrage local et du lien social. Deuxième exemple, différent, si ça passe. Je sais pas où faut. Ah voilà, il faut pointer par là. Alors, deuxième exemple, un exemple différent qui se situe également en région parisienne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, toujours au sud de Paris. C'est un partenariat que nous avons monté avec une start-up qui s'appelle Agripolis. Je ne sais pas si certains la connaissent ici, avec une technique de production innovante, puisque c'est de l'aéroponie, c'est ça, je crois. Donc c'est aéroponie, donc c'est la production en colonne qui permet d'avoir des volumes plus importants. Cet espace, on va dire, se situe sur un côté du parking de l'hypermarché. Donc, on est vraiment sur du circuit court, puisqu'il y a 20 mètres à faire pour atteindre l'hypermarché. On a ouvert ce potager, cet espace, cette ferme urbaine, plutôt, voilà, c'est le nom qui avait été donné. On a ouvert cette ferme urbaine, première année d'exploitation en 2017. C'est pareil, c'est une offre complémentaire, mais beaucoup plus importante que sur l'exemple précédent, puisqu'on était sur des volumes plus importants. Malgré tout, en retour d'expérience, c'est des projets qui ont un petit peu du mal à s'insérer, on va dire, dans notre organisation quasi militaire d'approvisionnement des magasins. Il faut savoir, c'est que le magasin est préparé par des équipes de nuit, que tous les produits, les fruits et légumes sont mis en rayon à 3h, 4h du matin. Là, l'idée, c'était de cueillir les produits le matin et de les mettre en vente. C'est un peu difficile dans notre organisation parce qu'à 9h du matin, le magasin ouvre, les clients sont là et faire la récolte du matin pour la vendre la journée, on n'a pas l'organisation et les ressources qui vont bien pour ça.
On a eu aussi des problèmes de qualité, il y avait des réglages à faire, mais enfin, on le savait au départ, hein, c'était des tests, on voulait accompagner cette start-up aussi sur cette expérimentation. Voilà, donc une expérience enrichissante, mais avec des choses encore à retravailler. En 2018, on a été obligé d'arrêter la production en juin à cause des problèmes de météo. Il a tellement plu que Agripolis n'a pas réussi à produire avec cette méthode. Et là, on est en train on n'a pas réouvert en 2019, mais on réfléchit avec eux comment on va pouvoir améliorer et éventuellement relancer la production. Voilà, donc ça c'est un exemple de mise en avant des produits dans la ferme urbaine. Mais vous voyez, c'est un tout petit espace au regard des volumes qu'on peut vendre au quotidien. Dernier projet que je souhaitais vous présenter, qui également est complètement différent, c'est le projet qu'on a mis en place à l'Aile et Rose, toujours en région parisienne. Alors là, on avait un espace de 800 mètres carrés, une bande de terrain de 800 mètres carrés sur le côté de l'hypermarché, qui était plus ou moins laissé en friche. Le projet est né d'une réflexion avec les élus locaux, notamment le maire de l'Aile et Rose, la direction du magasin. Et là, on a fait le parti pris de faire plutôt un jardin partagé à destination des Haïtiens, donc des habitants de l'Aile et Rose, vraiment sur le modèle de ce qu'on appelait autrefois un peu les jardins ouvriers. Donc, on a préparé pour cela une surface de 300 mètres carrés. Chaque adhérent, on a travaillé avec une association, l'association Espace. Chaque adhérent bénéficie d'un petit carré de terrain d'environ 3 mètres carrés pour faire sa propre production, sachant que nous accueillons également des écoles. On réfléchit à faire aussi accueillir des personnes qui sont des personnes âgées dans un EHPAD qui est à proximité. Le terrain est accessible aux personnes handicapées et le fait de travailler avec l'association Espace a permis de créer, au moment de la préparation du terrain, 2 emplois de réinsertion et actuellement un emploi en réinsertion. Des espaces sont mis aussi à la disposition des collaborateurs de l'hypermarché s'ils souhaitent cultiver également leurs propres légumes. Donc là, on est encore dans une configuration totalement différente, puisque là, il n'y a absolument pas de vente à l'hypermarché, mais c'était un vrai projet autour de la dimension sociale et sociétale sur le territoire. Voilà, donc 3 projets très différents. On a d'autres projets en cours de réflexion. L'agriculture urbaine, voilà, c'est des beaux projets. C'est très chronophage à mettre en place pour nous, dans nos équipes. C'est pas quelque chose sur lequel on est forcément habitué. Donc, c'est des projets qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de coordination, mais qui sont néanmoins valorisants, notamment pour les équipes qui sont en place, que ce soit dans les magasins, qui aiment parler effectivement de ces sujets et voilà. Concernant, on avait fait des analyses sur les modèles économiques. On n'a pas trouvé de modèle économique vraiment rentable sur les sujets d'agriculture urbaine avec les différents partenaires avec lesquels on a pu travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos projets, on les oriente vraiment sur de l'ancrage local, de l'insertion et de la communication avec nos clients. Merci. Merci et je salue notamment votre transparence et le fait de pouvoir dire quand il y a eu des difficultés. C'est agréable. C'est un petit mystère de fin de table ronde. Il me manque un intervenant. Cycloponix, Théo. Il est absent, d'accord. Donc ça va être du jamais vu. On va finir une table ronde à l'heure, voire même avec un tout petit peu d'avance. J'aimerais que vous le remarquiez.
Écoutez, merci à tous les intervenants pour les présentations respectives. C'était une diversité d'écosystèmes qui était clairement mise en valeur. On avait des profils très différents et sur des thématiques très différentes. Voilà, je remercie Véronique de l'invitation. Pardon ? Ah oui, pardon. Je vous coupe la parole. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Donc merci pour les interventions. J'avais une petite question pour MyFood et une question sur l'aquaponie. MyFood, j'étais juste curieuse de savoir combien, ou bien j'ai loupé l'info, mais à combien vous vendiez en fait vos installations, une gamme de prix comme ça, voilà. Alors pour les premiers modèles, on démarre à 3 500 €, la serre de 3,5 mètres carrés. Et le modèle de 22 mètres carrés, c'est aux alentours de 8 000 €. Bon, ça monte jusqu'à 22 000 € tout compris, serre couleur, panneau solaire, pour la granule, enfin toute option. Mais globalement, le panier moyen est aux alentours de 10 000, 12 000 € pour l'investissement du point de vue familial. Avec le service de suivi, etc. quoi. Le service de suivi, oui, c'est une trentaine d'euros par an. Ah oui, Donc okay. voilà, c'est quand même des infrastructures à payer. Il faut quand même rentrer aussi dans ce modèle-là. Et ça comprend l'accès aux plateformes que j'ai décrites tout à l'heure, réseaux sociaux et collecte de données. Merci. Et alors, si je peux me permettre encore une question sur l'aquaponie. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi les truites, enfin voilà, qui sont un poisson d'eau froide. Quand on voit, voilà, enfin, je ne connais pas très bien le climat à Bordeaux, mais je me dis que vous devrez peut-être réfrigérer l'eau. Comment est-ce que vous gérez au niveau énergétique et de manière plus générale, puisque l'enjeu, c'est quand même de répondre, comme vous avez fait dans votre intro, à des enjeux climatiques, etc., d'environnement. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite sur une analyse de cycle de vie global ? Est-ce que le fait de relocaliser cette production compense quelque part toute l'énergie et l'impact environnemental de ce projet-là, quoi. Voilà. Le béton, enfin tout ce que vous avez mentionné. Oui, merci. Question piège. D'abord pour les poissons. C'est pas du tout une question piège. Hein. Je m'excuse, mais ce sont des questions que je me pose régulièrement sur un certain nombre de projets. Voilà, sur cet impact. Oui, nous aussi en fait. Pour la partie poisson, truite arc-en-ciel au départ, parce que simplement c'est le poisson d'eau douce qui est le plus consommé en France. Et on pensait que l'eau ne chaufferait pas aussi vite, en fait elle chauffe vite. Donc on n'a pas prévu, aujourd'hui la consommation, pour donner l'info jusqu'au bout, on consomme en eau et en électricité l'équivalent d'un petit foyer français. Donc c'est 250 mètres cubes d'eau par an et à peu près, pour donner toute l'info, on a 3 500 € par an d'électricité. Donc ça c'est nos dépenses de base. Donc honnêtement c'est plutôt pas mal, on s'en sort plutôt bien. On n'avait pas pour but de climatiser nos serres. Notre serre, elle s'appelle bioclimatique, mais en fait elle n'a rien de bio. Hein. C'est du métal, du plastique, tout ça c'est renouvelable, mais c'est 4 toupies de béton. Et honnêtement ça fait chier. Donc on s'est vraiment posé la question, comment on peut faire la prochaine fois pour éco-concevoir nos serres. C'est drôle parce que justement cette post-clope était très fructueuse. On parlait justement d'essayer de comment on peut éco-concevoir demain nos serres. Et notre serre, en moyenne, produit entre 10 et 15 fois plus qu'en pleine terre. C'est-à-dire que dans notre ambition, on ne peut pas le faire maintenant parce qu'on n'a pas encore les moyens, mais pour chaque mètre carré de serre qu'on va construire, on va acheter 15 mètres carrés de friches agricoles, sur lesquelles soit on recréera un espace de biodivers, ça c'est un peu mon passé ONG environnementale duquel je viens, soit à ce moment-là, on essaiera d'accompagner en bio, en pleine terre, en agriculture paysanne, d'autres acteurs. J'espère avoir répondu à ta question. Alors si je peux me permettre aussi une remarque, sur nos serres qui sont déployées chez les particuliers, c'est vrai que la question du retour sur investissement financier, il est important, mais de plus en plus, le retour sur, on va dire, investissement, on va dire CO2, est aussi une question qui revient de manière assez récurrente. Et justement, on a fait ce travail d'assessment, enfin, on a fait étudier par le Luxembourg Institute of Science and Technology l'intégrité de toute la chaîne du produit pour voir la compensation en fonction même des pays européens, parce que s'il faut consommer de l'énergie électrique, forcément le mix implique du carbone du côté du Luxembourg et de l'Allemagne, moins si vous avez des panneaux solaires. Enfin, nous, on a poussé cette étude qui n'a pas encore été publiée, mais justement pour assurer dans nos lignes produits un retour sur investissement du CO2, enfin, voilà,
le fait d'avoir un basculement, un renversement de la pertinence écologique de notre solution au bout de quelques années. Donc actuellement, on est entre 4 et 5 ans, mais l'étude continue à être challengée de notre côté parce que bon, voilà, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Hein. Mais globalement, voilà, ce travail-là a été demandé et nous, on a commencé à travailler sur nos fournisseurs à partir justement de cette vision aussi qui nous appartient. Bon, ça n'a pas transparu de notre présentation, mais c'est aussi un élément assez central maintenant qui est clairement réclamé par les personnes qui nous rejoignent. Ok. Et juste, comme vous parliez de la serre en toiture à Bruxelles, qui est effectivement la plus grande serre d'Europe, en tout cas, à ma connaissance, elle n'est pas du tout rentable pour l'instant. Hein. C'est vraiment, vraiment compliqué, quoi. Voilà. En fait c'est une serre d'un grand groupe qui s'appelle Big H et qui lui est rentable. Hein. Mais après, c'est le début, hein, ils se sont lancés. Et puis pour répondre jusqu'au bout, nous on produit en gros 20 tonnes de produits frais par an. C'est l'équivalent d'un semi-remorque hein, qui va en gros d'Espagne à Bordeaux. Hein. Donc d'un point de vue impact CO2, c'est pas énorme. Soyons honnêtes, c'est pas l'agriculture urbaine par la réduction du CO2 du transport qui va changer le monde. Ça sera plus sur sa capacité à travailler sur des cycles économes en eau. On utilise 90% moins d'eau que l'agriculture conventionnelle, ou que ce soit en intrants. Voilà, c'est plus là-dessus, si tu veux. On essaie de faire une pause pour les terroirs, quoi, pour qu'ils puissent se reconstruire, particulièrement ceux qui sont touchés par l'agriculture conventionnelle. Quoi. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire? Oui. Rebonjour. Moi, j'avais une petite question pour Bocal Local qui préempte un peu le sujet de la table ronde qui suit, mais comme vous êtes à celle-ci, je vous la pose maintenant. Non, moi, j'ai bien entendu que vous collectiez des invendus alimentaires. C'est la base, c'est votre, entre guillemets, matière première que vous valorisez de différentes formes. Et qu'est-ce qu'il en est de l'éventuel travail que vous faites sur ce que vous collectez et qui est vraiment pas consommable? J'ai entendu parler de compost, mais est-ce que vous travaillez aussi sur cette boucle? Donc, je collecte des denrées alimentaires qui sont plus consommables, j'en envoie une partie au compost qui retourne au sol et qui me sert précisément après dans ma production agricole. Alors oui, cette circularité... J'imagine que vous le faites, et c'est quoi les échelles Pour l'instant, on a de la chance. Ce qui nous est confié, ce qui nous est donné, rien n'est mis au compost. C'est vraiment dans un état irréprochable. Et on a vraiment cette chance-là aussi d'avoir des donateurs extrêmement respectueux des personnes qui, in fine, vont être bénéficiaires de ces aliments-là. Donc, ils ne nous donnent que des choses qui sont vraiment parfaites. En revanche, dans notre réflexion et notre modèle, notre modélisation et notre circularité qu'on a voulu sur le projet de façon globale du bocal local, puisqu'on essaye de boucler la boucle. J'ai du mal, je vais parler loin. On a vraiment cette envie de boucler la boucle. Et oui, en effet, on a prévu que nos biodéchets issus de soit des dons, parce qu'en effet, avancés en termes de maturité ou trop abîmés, peut-être que ça n'est pas transformable, mais les biodéchets issus des outils de préparation, des conserves et autres produits, soit transformés en mode compost pour être, in fine, en effet, retournés à la terre sur les espaces de potaginage ou sur les espaces de régie agricole pour lesquels on peut intervenir. Après, vous allez avoir un super intervenant qui va vous parler, en effet, de la récupération et de la valorisation des biodéchets. Et ça peut être aussi, en effet, une passerelle pour nous si nous n'avons pas la possibilité en interne de le gérer. On sait qu'on a des structures, des partenaires à proximité et on travaille beaucoup sur la dynamique partenariale. Et d'ailleurs, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais je pense aussi que nos projets avancent aussi grâce aux partenariats qu'on arrive à mettre en place. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir toutes les casquettes, autrement on vise la schizophrénie par moment. S'il n'y a plus de questions, je vais conclure. Merci encore une fois, du coup. Deux petits rendez-vous par rapport à la FOP. La FOP co-organise avec 3 structures marseillaises les Journées de l'agriculture européenne en Méditerranée. Cette fois, c'est les 15 et 16 octobre, donc avec une signature de charte, j'en parlais tout à l'heure. Et la FOP a sorti aussi l'annuaire 2019 des porteurs de projets français sur l'agriculture urbaine, des adhérents surtout, et qui est donc disponible. Voilà. Tant qu'on est dans les dates, nous fêtons nos 5 ans cette année, et le 25 septembre prochain, nous organisons une conférence débat avec Jacques Kaplan et Maxime de Rostolan, pour ceux qui connaissent, sur la dynamique justement de relocalisation de la capacité alimentaire. Donc c'est une conférence qui aura lieu à Camblaine et Ménac,
c'est un peu éloigné de la métropole, mais c'est aussi bien pour faire le trait d'union entre justement l'urbain et le rural. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas sur notre page, sur notre site internet, vous trouverez le lien pour pouvoir vous y inscrire. Merci à tous. Donc maintenant, on va passer à la dernière session, donc, qui est présidée par Laurence Grandchamp de l'Université de Strasbourg. Donc Laurence, à toi la parole. Je vais mettre les diapos. Merci Véronique pour cette invitation. Alors, donc on a dans cette table ronde 5 communications, 3 de chercheurs et 2 qui vont plutôt parler d'expérience. Alors peut-être que les chercheurs aussi ont parlé d'expérience. D'abord, on va commencer par Camille Dumas, qui va nous parler des conflits d'usage dans l'espace urbain, donc avec son titre, c'est l'agriculture urbaine, un vecteur de réflexion socio-technique pour une écologisation de l'économie circulaire. Camille, elle est où? Je ne la vois pas. Le micro, j'imagine. Ok. Bah, vous me dites quand je peux démarrer. Ok. C'est passé un peu vite. Ça va tout seul, ça le fait tout seul. Non, mais c'est pas grave, sinon je l'ai sur. Ah d'accord. Sinon, moi je l'ai sur mon ordi. Voilà, je ne sais pas qui gère le PowerPoint. Ouais. Ok, merci. Ok, alors hop, on va redémarrer en arrière. Bon, donc bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous parler à la fois d'agriculture urbaine et d'économie circulaire. Et finalement, c'est dit un petit peu autrement par rapport à ce qu'on a vu depuis ce matin, en quoi finalement l'agriculture urbaine va révéler, va finalement un petit peu pousser ces réflexions, parce qu'il va falloir gérer effectivement les conflits d'usage, les risques de pollution historique, en particulier avec des polluants persistants, et puis aussi tous ces aspects plus positifs de comment valoriser au maximum l'espace, être dans de la multicritères, multifonction. Voilà, donc là j'ai associé un certain nombre de collègues, à la fois en France et à l'étranger, avec qui on a travaillé sur ces sujets. Donc que ce soit Antoine Pierrard, qui est désormais à l'ADEME, qui travaille sur ces sujets d'agriculture urbaine, ou Shahid, qui est donc au Pakistan, à l'université, ou Tian, qui est à l'université à Canton aussi, qui se pose pas mal de questions sur la qualité des végétaux, ou Stéphane Mombeau au Gabon, donc sur aussi des projets d'agriculture urbaine, de concilier en fait à la fois des activités anthropiques et de production. Et donc toutes ces personnes sont reliées aussi dans le réseau Agriville, qui est une plateforme en fait de création, de co-création de ressources pédagogiques qu'on va partager et de créer aussi des événements sur l'agriculture urbaine, sur les transitions écologiques. Hop. Alors, donc il y a un contexte, là voilà, je passe quelques transparents, voilà, mais vous les aurez puisqu'on va mettre en ligne des choses. Alors je suis enseignante chercheuse, donc c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup d'éléments aussi de contexte et de voilà, donc il y a ce contexte où à la fois on va avoir finalement des pressions anthropiques de plus en plus présentes sur le changement climatique, les pollutions, mais également cette montée en puissance de compétences, de motivation qui poussent les différents acteurs, les citoyens, les élus, les chercheurs à créer tout un tas de projets autour de l'alimentation, de l'environnement, lien environnement-santé et aussi d'éducation à l'environnement. Voilà, bon, donc là, je passe aussi, mais ça vous montre sur les définitions. Donc, vous avez l'INRA en particulier qui a créé un dictionnaire d'agroécologie dans lesquels récemment on avait justement mis aussi des définitions sur l'agriculture urbaine et avec un intérêt aussi sur la réduction de l'empreinte écologique, voilà, donc qui est en lien avec l'économie circulaire. Donc, bon, mais du coup, là, il y a des éléments où on en a déjà beaucoup parlé, donc ça va aller assez vite. Et on va surtout développer les projets. Voilà, donc je vous listerai quelques projets et je me focaliserai sur un projet en particulier qui est qu'est-ce qui se passe sur la matière organique au niveau de la zone des 15 sols à Blagnac, qui est une zone de maraîchage urbain professionnel, de maraîchage, où cette zone hybride, en fait, on va avoir à la fois de la production alimentaire, mais également des aspects de formation, d'insertion professionnelle, voilà, donc de pas mal de projets qui se font, dont on a eu des exemples depuis ce matin.
Voilà, donc ce qui est observé, hein, c'est voilà, tout ce qu'on a dit depuis ce matin, mais avec aussi, finalement, ce qu'on a un peu moins parlé, c'est les aspects de cycle biogéochimique, d'analyse de cycle de vie. Et tout ça, ça va bien rentrer dans le développement de l'économie circulaire dans de bonnes conditions, parce que on peut recycler, on peut faire tout un tas de choses, mais l'idée, c'est de le faire en tenant compte des connaissances scientifiques qu'on a autour de la biogéochimie, mais également des aspects économiques. Voilà, donc c'est le développement durable, hein, c'est l'environnement, l'économie, voilà, et puis les projets adaptés sur les territoires. Voilà, donc là, on parlera un petit peu plus aussi de ces aspects de cycle biogéochimique qui vont permettre de finalement faire de l'économie circulaire durable. Alors, bon, ça c'est pas grave, je peux passer. Donc, dans tout ce qui est aussi lien agriculture urbaine, économie circulaire, il y a ces aspects de résilience dont on a pas mal parlé. Donc, résilience, c'est à la fois les territoires, la valorisation des personnes, voilà, qui vont pouvoir rebondir, faire des projets bons pour, on va dire, leur santé et leur épanouissement. Mais c'est également, par exemple, la résilience des sols, voilà, des écosystèmes, parce que finalement, quand on a des sols qui sont relativement peu pollués, avec des micro-organismes, de la faune, de la flore, etc., c'est ça qui participe aussi à la résilience, parce que quand vous avez des polluants voilà, persistants comme les métaux, là, on ne peut pas forcément on peut pas du tout même les biodégrader, mais on peut quand même les gérer par de la phytoextraction, par différentes voies. Mais quand on a des polluants organiques, bien heureusement, la plupart du temps, alors des fois il y a quand même des polluants organiques persistants, mais la plupart du temps, on est sur des polluants qui peuvent être biodégradés grâce à la vie des sols. Donc si on a effectivement des sols qui sont avec des conditions, on va dire, biogéochimiques correctes, pas trop tassées, de l'eau, une température correcte, pas trop de pollution, parce qu'on peut avoir un petit peu de pollution, ça, on va dire, la vie des sols peut l'encaisser, mais trop, après, c'est pas le cas. Et donc, quand on soigne ce côté vie du sol, c'est là qu'on va avoir cet aspect aussi de résilience et de voilà, biodégradation de la plupart quand même des polluants organiques, et qui va donc favoriser aussi le passage en bio, par exemple, hein, puisque le passage en bio, on est en 3 ans, on va dire, hein, ça c'est réglementaire, mais finalement, quand on a des sols très vivants, on pourrait très bien finalement descendre un petit peu cette durée-là, puis dans d'autres cas, malheureusement, il faudrait peut-être un petit peu l'augmenter pour arriver à vraiment une qualité. Donc ça, c'est le couplage entre des aspects réglementaires et des aspects scientifiques, on va dire aussi, qui se mesure petit à petit. Voilà, donc cette résilience, c'est un mot qu'on va utiliser à différents niveaux, et qu'on peut donc favoriser par voilà, différents types de pratiques et en soignant un petit peu la vie du sol. Ah, ça ne marche plus. Voilà, donc là, je vous passe aussi un petit peu, mais cette notion d'exposome, elle est aussi importante par rapport à des aspects d'économie circulaire, puisque c'est tout ce à quoi on va être exposé de différentes façons. Et là aussi, qui va faire qu'un petit peu, c'est pas grave, comme on disait, peut-être manger une fois dans sa vie ou 2 fois dans l'année une salade où il n'y a peut-être pas la qualité optimale, c'est pas gênant. Bon, maintenant, si on mange tous les jours des produits pollués, là, c'est plus gênant. Voilà, donc l'exposome, c'est aussi une notion qui est à la fois couplée à ces aspects d'agriculture urbaine, mais également à ces aspects d'économie circulaire, puisque si on veut recycler, en fait, il faut faire attention à des aspects comme l'éco-conception, donc d'avoir des produits de qualité tout au long, parce que même dans le compost, hein, si on met des produits qui sont très pollués, on va avoir du coup un compost qu'on va apporter au sol qui sera pas de super qualité. Si à vos poules, dans votre petit poulailler, vous donnez là aussi des aliments de bonne qualité, les œufs que vous allez manger, ce sera des œufs bio, et sinon ce ne sera pas des œufs bio. Donc on est vraiment dans ces aspects de se poser des questions. Alors, pas non plus se poser tout le temps plein de questions, sinon on devient fou. Là, on a moins le plaisir, hein, ce qu'on disait, mais se poser quand même un minimum de questions et travailler en réseau, voilà ce que vous disiez, puisque finalement, il y a à la fois des chercheurs, il va y avoir des gens qui ont des savoirs plus théoriques, des gens qui vont avoir des savoirs plus pratiques, des savoir-faire, et donc ce travail en réseau permet de finalement réussir à faire de l'agriculture urbaine dans de bonnes conditions, de l'économie circulaire, voilà, là aussi durable et efficace. Voilà, donc c'est basé aussi sur cette connaissance de cycle biogéochimique. Donc par exemple, de façon très concrète, vous avez la réglementation sur la qualité des engrais phosphatés qui a été beaucoup travaillée à l'ANSES ces dernières années pour justement que ces produits
qui sont utilisés aussi en agriculture biologique, hein, les roches phosphatées, mais qui sont naturellement, avec du cadmium présent dans ces produits-là, eh ben, deviennent de meilleure qualité, ou au moins qu'on ait l'information aussi, comme pour les bouts de station d'épuration. Voilà, c'est des flux en fait, hein, de substances chimiques, et donc du coup, on peut en apporter un peu, mais il faut s'intéresser à la qualité de ces produits. Et là, du coup, c'est pareil, c'est bien quand il y a des étiquettes aussi qui permettent d'avoir une information simple, avec peu d'ingrédients, on va dire, et que si on a une qualité optimale, on le sache, si on a une qualité un peu moins bonne, on le sache aussi. Voilà, donc c'est vrai pour les engrais, c'est vrai pour le compost, c'est vrai pour les cosmétiques, c'est vrai un petit peu pour tout, puisque tout ça va se retrouver aussi en décharge, donc dans l'environnement. Donc dans l'environnement, ça veut dire dans l'eau, dans l'air, dans les sols, et donc du coup, d'une façon ou d'une autre, dans les produits qu'on va, voilà, qu'on va cultiver. Hop. Donc là, je passe un peu là. Voilà, donc on a Lavoisier hein, à la base aussi, hein, qui était beaucoup dans tout. Voilà, rien n'est perdu, rien n'est créé, tout est transformé. Et donc on disait, ben, si vous avez des produits biodégradés comme même des pesticides peu persistants, eh ben, c'est pas un souci. Si on a des produits comme le plomb, le cadmium, etc., surtout dans les villes, on va les retrouver. Donc on n'est pas obligé forcément d'analyser tout, hein, ce qu'on disait ce matin avec voilà, les sols au Canada, mais au moins connaître l'historique. C'est comme en santé humaine. Je veux dire, voilà, si vous avez voilà, personne dans votre famille qui a eu des problèmes de santé, voilà, dans l'historique, etc., on va pas vous, à 20 ans, on ne va pas vous faire tout un tas d'analyses. Si maintenant vous avez des antécédents familiaux, ben, vous allez avoir peut-être plutôt à 30 ou 40 ans des analyses. Et heureusement qu'on ne va pas faire les analyses, enfin, toutes les analyses à tout le monde, sinon le trou de la Sécu en France, ça serait encore pire. Et donc, ça ne serait pas raisonnable, puisqu'on est toujours enfin, les sous qu'on met d'un côté, on ne va pas les mettre de l'autre. Donc, dans une société, effectivement, on va essayer de voir de façon raisonnable aussi, raisonnée, où on met les financements. Voilà, et de façon aussi statistique, etc. Donc, tout ce qui est système d'information géographique qui se développe au niveau national avec les couches de différentes informations. Donc là aussi, c'est très intéressant. Ça se développe de plus en plus parce qu'il y a le côté aussi décompartimentation. Donc voilà, l'agence de l'eau va travailler beaucoup plus avec la métropole, la ville, l'ARS, etc. Mais ça prend du temps. Enfin, moi, je le vois à Toulouse. Hein, voilà, les acteurs ont vraiment envie de travailler plus ensemble. Mais voilà, il y a toujours aussi des phases où ça se met en place parce que qui va garder la compétence, qui va avoir les moyens, voilà, ça se discute. Mais en tout cas, petit à petit, voilà, c'est beaucoup plus dans les synergies que ça se met en place et donc c'est beaucoup plus intéressant. Et on a besoin voilà, d'avoir toutes ces informations, ces bases de données. Donc par exemple, l'ADEME, à peu près en 2015, a commencé à développer beaucoup plus ces bases de données, Basol, Basias aussi sur la qualité des sols. Il y a les bases aussi de données des ICPE. Enfin là, il y a plein de bases de données qui se développent. Donc là, je vais aller beaucoup plus vite. Voilà, donc dans le concret, voilà, vous avez un exemple de zone agricole, donc je vous disais de la zone des 15 sols. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un projet de zone agricole protégée, donc qui répond complètement à ce qui était discuté de ce matin, de comment, de façon très pédagogique et très explicite, finalement dire aux différents acteurs, cette zone-là, on ne pourra pas construire parce que si ça devient une zone agricole protégée, c'est uniquement de la production alimentaire qui se fait. On ne peut pas faire l'accrobranche ou des choses comme ça. Voilà, donc le montage aussi zone agricole protégée peut être très intéressant, très pédagogique finalement pour faire ces projets d'agriculture urbaine, de nourriture, de production de nourriture, mais également de zones hybrides avec de la formation et des liens sociaux. Alors c'est très bien, ça va me faire gagner du temps. Hop. L'aquaponie, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y avait le côté matière organique aussi qui, dans ces zones-là, permettent à la fois de gérer des déchets organiques, mais avec la recherche, permettent également de mettre la matière organique adaptée, puisque pour les agronomes, voilà, on sait qu'on peut avoir des matières organiques qui ont plutôt des rôles d'engrais, d'autres plutôt des rôles d'amendement, et on va rajouter aussi la couche de l'origine de ces matières organiques, puisque finalement, ça s'est très peu fait pour le moment, d'avoir vraiment ce côté filière locale d'où vient cette matière organique. Parce que des fois, il y a des gens qui, en bio, vont avoir du guano qui vient de l'autre bout de la planète, c'est complètement idiot. Voilà, donc, on peut avoir aussi vraiment cette couche de contrainte, mais qui est une contrainte voilà, pour augmenter la durabilité. Voilà, donc vous avez tout cet exemple
zones agricoles protégées, voilà, où il y a déjà des publications, des choses là-dessus qui se développent. Et donc, si vous venez à Toulouse l'année prochaine pour le colloque donc on organise, et vous aurez tout un tas de retours d'expérience de la part des élus, des chercheurs sur cette zone zone agricole protégée qui se met en place au niveau de Blagnac. Et donc je disais là, ça va me faire gagner du temps puisque j'avais prévu aussi un petit peu de parler de l'aquaponie, donc il y a un bon exemple d'économie circulaire. Et vous avez donc la publication de Jérémy Lemoigné dans les techniques de l'ingénieur là qui est sortie et qui est un bon exemple aussi socio-technique, donc avec à la fois des explications sur l'aquaponie. Donc tout ce côté, voilà, les poissons, les micro-organismes, les plantes, la nourriture des poissons qui peuvent être des insectes, voilà, produits en local, etc. Mais avec aussi le côté montage de projet, puisque finalement dans l'aquaponie, on va avoir aussi tout un jeu d'acteurs autour, hein, donc qui est aussi de l'économie circulaire avec tous ces acteurs qui vont à la fois pouvoir être de la formation des écoles, voilà, qui viennent profiter de ce dispositif d'aquaponie, des restaurants, etc. autour. Voilà, donc les enjeux, on en a parlé. Alors là, c'est pareil, voilà, je vais me baser sur une publication qu'on a fait avec Antoine Pierrard dans Vertigo en 2018. Donc concevoir la synergie des cycles, donc cycle biogéochimique, analyse de cycle de vie, le règlement REACH, etc., qui permet de mieux gérer de façon socio-technique cette économie circulaire. Voilà, donc de ne pas oublier qu'on a des bases scientifiques, mais il y a aussi les contextes économiques, les jeux d'acteurs, voilà, qui permettent de faire des projets contextualisés et qui ont du sens d'un point de vue scientifique. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est dans des publications qu'on a fait avec des collègues géographes sur ces dynamiques d'acteurs. Vous avez un MOOC qui va sortir aussi en langue des signes, donc complètement accessible, puisque finalement, ce côté accessibilité de l'information, et puis solidaire, hein, aussi équitable, c'est quelque chose qu'on met, qu'on crée vraiment, voilà, avec des vrais projets qui existent, donc qui sortiront de le MOOC Team sur ces aspects-là. Voilà, tu me coupes définitivement. Voilà, donc c'est bon, et on finit là-dessus. Donc plein de choses. On remercie beaucoup Véronique et tous les collègues de cette grosse dynamique, là encore pendant plusieurs jours. Et donc, pour ceux qui seront encore motivés, donc l'année prochaine, on pourra continuer aussi là-dessus à Toulouse. Voilà, je vous remercie. Bien, donc nous allons continuer à présent. Pardon Camille, je ne t'ai pas bien présenté, mais donc on continue avec Éric Duchemin qui a plusieurs casquettes en fait, qui est à la fois chercheur, qui est à la fois finalement agriculteur urbain, qui expérimente, voilà, et qui est dans la recherche-action, et donc il va nous parler d'un module de production alimentaire adaptatif, autonome et mobile. Oui, merci. En fait, compte à la demande de Véronique de parler. Donc, je suis directeur du laboratoire de agriculture urbaine et on a plusieurs projets en économie circulaire, mais là, on va parler d'un projet plus particulier de module de production alimentaire adaptatif mobile, qui est un projet qu'on porte pour réfléchir quelque part à réfléchir et documenter l'agriculture urbaine et la ville de demain. C'est un peu notre mandat au laboratoire. On est un organisme de recherche avant tout. Et de formation hybride, donc on est indépendant, on n'est pas relié, on est organisme sans but lucratif, on est en partenariat avec des universités, mais on n'est pas lié directement à l'université. Et je pense que la force du laboratoire aussi, c'est toujours réfléchir des projets en complémentarité avec d'autres rencontres. Et le module de production, entre autres, c'est beaucoup des réflexions alentour ce qu'on appelle la boîte maraîchère, qui est au Québec, donc des fermes urbaines en conteneurs. Agricool est l'exemple en France, des rencontres avec Paris-sous-les-Fraises, donc Yohann Hubert, sur l'idée d'utilisation, d'utiliser le compost, le lexivia du compost pour nourrir les plantes, et entre autres aussi Sébastien Golzer, des vergers urbains, donc l'intervention en milieu défavorisé. Donc on essaie de cumuler tout ça sur un projet de recherche avec un module de production alimentaire adaptatif et mobile. C'est un conteneur, il peut se déplacer. Depuis qu'on a parti le projet, il s'est déjà déplacé dans le stationnement où il est... il s'est déplacé de quelques dizaines de mètres puisqu'il y avait des conflits avec des usagers qui n'aimaient pas trop d'avoir une serre devant leur fenêtre et ça faisait un peu de réverbération, donc on a pu le déplacer. Hop, je suis sur mon ordinateur, mais c'est ça. Ça ne marchera pas sinon.
Donc, j'en parlais un peu, notre réflexion alentour de ce projet-là, c'est de penser à la ville, la diversité, la citoyenneté, l'urbanité, la transition, de voir ce changement de la ville-là, aussi le temps, donc le temporaire, des choses qui peuvent être mises, on fait l'intervention, on essaie de voir ce qu'on peut faire, mais ça peut se déplacer, et aussi de reprendre de l'espace. On est dans un stationnement, donc on prend l'espace de voitures, on prend l'espace de 3 voitures, donc c'est de revoir aussi cet aménagement-là, en plein cœur de la ville de Montréal. Donc, on est situé aux habitations Jeanne-Mance. Donc, c'est un complexe d'habitation sociale en plein cœur de la ville. Il y a beaucoup de stationnement. Et bien entendu, quand habitation sociale veut dire que les gens n'ont pas nécessairement de voiture, mais ils ont la place de stationnement qui est vide. Donc, nous, on vient arriver poser le module à cet endroit-là. Réfléchir aux questions d'alimentation, donc de produire dans cet espace de stationnement de voitures, d'être alentour de ces personnes-là qui ont des besoins aussi alimentaires, donc de travailler avec eux. C'est sûr que le module ne va pas répondre à leurs besoins alimentaires, mais c'est un moyen de leur montrer qu'il est possible de produire par soi-même. Bien aussi, on fait un aménagement alentour du conteneur qui leur permet pour eux d'avoir un potager. L'espace de production est à eux. On plante et après ça, c'est à eux de l'entretenir et de récolter. Je l'ai mentionné aussi, c'est vraiment de réfléchir au social, donc l'insertion, l'autonomisation, l'opportunité, l'éducation, la transformation des personnes, transformation des personnes est peut-être un gros mot, transformation sociale de notre façon de nous comporter par rapport à l'alimentation et aux légumes. Donc le projet donne à peu près ça dans sa première version. Donc, on le veut autonome, ça veut dire qu'il n'est pas branché au niveau énergétique. Donc, on n'essaie pas d'avoir de l'air climatisé à l'intérieur. Donc, il doit fonctionner sur des panneaux solaires. Ce qui veut dire que c'est ça, l'air climatisé, on oublie. Donc, il faut avoir une climatisation mécanique, dynamique, sans avoir une source d'énergie. Donc, c'est plutôt des emplacements d'ouverture, l'air qui va circuler à l'intérieur de la serre ou du conteneur. Le plus autonome possible aussi au niveau de la gestion de l'eau, donc de réduire son utilisation d'eau au maximum. Donc ça, c'est la première version faite avec on travaille pour ce projet-là avec l'École des technologies supérieures, donc des futurs ingénieurs. Donc, ça n'a pas de l'air comme ça, mais à l'intérieur, c'est équipé de sondes qui nous fait les suivis de température à différents niveaux pour vraiment favoriser le déplacement de l'air. Là, c'était l'idée, ils avaient mis un mur plein en disant, oui, ça va faire une masse, on va réussir à gérer, mais bon, dans une serre, on leur a vite fait comprendre qu'une serre sur un conteneur comme ça en plein stationnement, bien, il fait très chaud, et ce mur-là n'est pas très utile en soi. Sans compter que ça nous posait des défis de démontage et remontage. Ce mur-là était très lourd et il fallait le rabaisser durant l'hiver, puisque à Montréal, vous le savez sûrement, on a de la neige. Donc, le poids de neige, on devait complètement démonter ce système-là. Donc, c'était assez compliqué. Et alentour de ce conteneur-là, on a aussi installé des potagers. Donc là, on a réussi, la première année, c'était vraiment l'idée de mettre le système en place, de commencer à voir qu'est-ce qu'on doit changer. On a déjà changé la serre complètement cet été, de voir commencer à faire la production. Et là, on passe à une phase de production et d'expérimentation un peu plus rigoureuse, de production. Cette année, on va produire ce qu'on appelle la ficoïde glaciale. Je ne sais pas si c'est une plante que vous cultivez ici, mais c'est une plante qui provient d'Afrique du Sud. Donc, elle adore les conditions tropicales, chaleur, et les restaurateurs à Montréal l'adorent aussi. Et de là, on va commencer à mettre une fertilisation organique provenant des lexivia, des composts, qui va être fait d'acide humique, acide fulvique. Donc, il y a différents tests qui vont être faits au niveau de la recherche. Donc, voici à quoi ressemble la serre cet été. Donc, une serre qui ressemble plus à ce que MyFood a. C'est un peu traditionnel comme serre. On a oublié le mur, on a du vitrage partout. Il faut se comprendre que, comme on a des panneaux solaires, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir de l'éclairage artificiel dans la serre. Donc, on doit avoir un maximum d'éclairage naturel. Donc, on l'a déplacé aussi pour l'éloigner des maisons, avoir plus d'ensoleillement pour pouvoir produire. Et là, on a commencé à faire la recherche tout en début de saison. Donc là, les plants, bien entendu, sont plus matures. On parlait beaucoup de social, de liens social avec ce conteneur-là. Donc, vous voyez les habitations qui sont là, ces habitations, c'est des logements sociaux.
Là, toutes les personnes qui sont là ne proviennent pas des habitations qui sont là. C'était réalisé lors de l'école d'été. Donc, on a fait un événement à cet endroit-là et les gens, quand même, des habitations qui vivaient alentour sont venus, surtout les enfants, puisqu'il y avait de la nourriture. Donc, ils sont venus. Mais on essaie d'ouvrir cet espace-là 2 fois par semaine aux habitants pour discuter. Et déjà, actuellement, l'étudiant qui s'en occupe les voit venir et ils sont très heureux de pouvoir s'occuper du potager. Donc, pour eux, c'est un gain, déjà un premier gain. Et donc, on travaille avec eux parce qu'à long terme, ce qu'on voudrait, ce qu'on espère de ces modules-là, c'est de réussir à avoir un module qui est le moins cher possible et que certaines communautés pourraient commencer à développer des tiers-lieux comme ça de socialisation, parce que le conteneur, actuellement, on l'utilise avant tout pour ranger de l'équipement et avoir des tables. Donc, c'est vraiment plus un lieu d'éducation, socialisation que de production pour l'instant, bien qu'on espère pouvoir faire de la production. Il faut seulement réussir à avoir assez d'énergie pour produire dans un conteneur, donc d'avoir de la lumière artificielle sans brancher notre conteneur est toujours le grand enjeu. Donc, c'est un peu l'objectif du projet. Donc, une science participative très basée avec beaucoup de modules ou de formation, d'éducation, de l'accompagnement. On essaie de voir aussi ce travail-là qui est fait dans l'incubateur, c'est aussi d'aller chercher des données sur les fameux conteneurs. Hein, vous savez, un plein de conteneurs, on a répertorié plus de 35 entreprises actuellement à travers le monde qui vendent des conteneurs avec peu de données au niveau des potentiels de production. On a les données des entreprises, mais des données indépendantes, ce n'est pas très facile à obtenir. Il y a aussi tout un marché de revente de conteneurs usagés. Si vous voulez acheter des conteneurs Freight Farm et compagnie, vous pouvez l'acheter à moitié prix maintenant sur Amazon ou autre. C'est incroyable la quantité de personnes qui en ont acheté. Donc, il faut se poser la question de où, comment, dans quelles conditions, c'est intéressant. Et on travaille beaucoup avec la boîte maraîchère, entre autres, sur ces questions-là, où eux travaillent à des endroits vraiment isolés, où ils ont besoin de production alimentaire, par exemple sur des mines. Donc, il faut nourrir les mineurs. Souvent, il n'y a pas d'agriculture. C'est compliqué d'amener à cet endroit-là. Donc, les conteneurs peuvent avoir une raison, mais jusqu'à combien, qu'est-ce qu'on peut produire à l'intérieur, jusqu'à combien de kilos on peut produire, quel est le coût. Actuellement, nous, on envoie beaucoup de conteneurs dans le nord, dans les communautés autochtones. Mais est-ce que c'est intéressant ou pas? Donc, c'est un peu le travail qu'on fait avec ce conteneur-là et aussi de développer technologiquement des nouvelles approches qu'on pourra après ça transférer vers les entreprises qui le veulent bien. Et un tiers-lieu, là, bien entendu, pour la recherche, puisque c'est un lieu central dans le cœur d'une communauté. Donc, on lie quelque part la recherche avec la communauté. Cet été, on devait, je ne sais pas si ça va se faire, mais on devait travailler avec des jeunes de la communauté des habitations Jeanne-Mance qui utiliseraient la production, parce que nous, la production, finalement, on n'a aucun intérêt à la commercialiser en soi. Il faut produire pour la recherche, mais tout ce qui est produit pourrait être facilement commercialisé par des jeunes qui se développent quelque part une compétence d'entrepreneur. Petit entrepreneur, il n'y a pas de risque financier pour eux parce qu'on a payé les infrastructures, donc c'est des travaux qu'on aime bien faire avec la communauté où on est situé. Ça va aller très bien, je pense que je vais rattraper le temps de certaines personnes. Et donc, si on parlait des conteneurs. Donc, ça, c'est un espace. Les autres espaces de recherche qu'on peut avoir, et on essaie toujours de faire ce lien-là avec la communauté, aussi avec l'économie circulaire. Donc, au Palais des Congrès, là, elle n'est pas là l'image, mais on travaille au Palais des Congrès de Montréal. Donc, on a vraiment une ferme expérimentale où là, on va développer des nouveaux terreaux, mais des terreaux faits avec les déchets urbains. Un peu ensuite des recherches qui ont été faites à AgroParisTech sur leur toit. Donc, on va développer aussi des nouveaux terreaux adaptés. Là, le défi aussi, c'est réussir à adapter par rapport aux ressources qui existent à Montréal et aux autres contraintes qu'on peut avoir au niveau montréalais. Donc, bon, les biquettes, les copâturages, c'est un peu moins de l'économie circulaire, mais le dernier qu'on vient de lancer, c'est un espace, un incubateur d'agriculteurs urbains, de producteurs. Donc, c'est 2000 mètres carrés où les producteurs sont présents et on essaie vraiment de développer une synergie entre les producteurs pour réussir à faire de l'économie circulaire entre eux-mêmes. Donc, les déchets de certains sont des ressources pour d'autres. Sur cet espace-là, actuellement, on a des producteurs d'insectes, de champignons, on a un torréfacteur, donc on essaie de voir comment la chaleur peut être échangée, comment des différentes ressources ou différents déchets que les gens doivent se débarrasser peuvent utiliser. On aimerait bien aussi avoir une entreprise de compostage
Donc, il y a ces travaux-là et on a aussi sur le toit, on a une ferme sur le toit qui pourrait aussi rentrer dans la boucle d'économie circulaire. Donc, c'est vraiment cette tentative-là et de réflexion qu'on développe au niveau de l'économie circulaire entre producteurs dans un lieu. Donc, c'est une coopérative qui a été créée avec l'ensemble des producteurs. Ça conclut ma présentation, je pense. Félicitations pour ce super timing. Donc, on va pouvoir donner la parole à présent à Joe Nasr, qui va nous parler de plusieurs cas tirés de l'exposition Carrot City, dans lesquels il y avait un bouclage en économie circulaire. Bon, merci pour l'invitation à Véronique et pour pouvoir assister à cette belle rencontre. Le titre que j'avais donné à ma présentation, c'est boucler la boucle par l'agriculture urbaine, mais en fait, ce que je pensais ce matin, que essentiellement, ça devrait être boucler les boucles plutôt que la boucle. Et c'est l'essentiel de ce que je vais essayer de vous présenter rapidement avec, en attendant les... Voilà. Donc avec 5 exemples de divers autour du monde, et, mais avec quelques diapos d'introduction pour expliquer pourquoi je parle de boucler les boucles. Et donc essentiellement, c'est au-delà de l'économie circulaire, c'est les multiples circularités, si on veut, qui devraient être prises en compte autour de l'agriculture urbaine. Je pousse dans quelle direction? Mais dans quel sens? Non, j'ai trop de diapos, mais... Ah, voilà, bon, en ce sens. Donc, la première boucle, simplement, et ça a été déjà évoqué, c'est le système alimentaire avec ses principales composantes, donc de la production jusqu'aux déchets alimentaires, en passant par plusieurs autres étapes, puis revenir donc à travers le compost et autres, à l'alimentation, à la production alimentaire. Mais au-delà de ça, donc pas juste la boucle alimentaire simple, mais complexifiée en pensant à des systèmes alimentaires, et notamment un système alimentaire durable avec de multiples dimensions. Récemment, il y a de plus en plus d'attention sur élargir la pensée, donc au-delà de l'agriculture urbaine au sens plus étroit, comment insérer ceci dans des systèmes plus larges, notamment les liens donc avec. Donc ça va un peu dans le sens de la question qu'Éric avait posée tout à l'heure. Donc, on parle récemment de plus en plus de City Region Food Systems. Je ne sais pas si c'est ça la bonne traduction en français, systèmes alimentaires urbains régionaux. Avec de multiples boucles, là, donc, y compris la question des déchets, le compost, ça va où? Le lien donc avec la production agricole, les engrais qui sont proches dans le périurbain, etc. Donc, en élargissant la pensée, qu'est-ce que ça donne comme nouveau regard par rapport à cette question de multiples boucles, si on veut. Donc, notamment, donc, la boucle
à la fin donc, du cercle du système alimentaire et le rôle du compost. Dans le cadre urbain, c'est quelque chose où je pense qu'il y a beaucoup plus de travail à faire pour vraiment comprendre comment ça marche, les défis, les potentiels, les opportunités, tout ça. Juste, j'ai inclus un schéma qui a été fait à New York, juste pour essayer de représenter un peu la place du compost à New York. Et je termine un peu cette introduction sur comment la question de ces boucles et comment ça s'insère dans son lien au cadre bâti concret, donc récupération des matériaux. Donc, ce n'est pas juste le compost, mais réutilisation des matières pour acheter des conteneurs usés, des vieilles serres qui n'ont plus de valeur pour les producteurs commerciaux, etc. Donc ça, c'est une autre forme de boucler la boucle qui va au-delà des premières pensées. Bon, en fait, ça, c'est la dernière diapo de cette introduction qui essaie donc la question de comment représenter la représentation de la fermeture de boucle qui peut avoir multiples formes. Ça vient d'un article, en fait, juste pour mentionner, dans un numéro spécial que je viens qu'on vient de publier avec June Commissar, qui est co-commissaire de Carrot City, et qui traite de Urban Design for Food Systems. Donc, juste, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça c'est sorti cette semaine. Bon, alors, 5 exemples très rapides qui apportent différents éléments. Donc là, la maison écohabitation à Montréal est un projet donc, lié donc, à un organisme qui vise donc, à une dimension, disons, pédagogique et pour communiquer l'intégration, les dimensions écologiques par rapport à l'habitat. Et donc, ils ont pris une maison classique de Montréal et qui l'ont analysée de manière à pouvoir essentiellement faire des cercles aussi fermés que possible par rapport donc, à l'énergie, mais aussi à l'eau, aux déchets, etc. Et donc différents systèmes techniques, voir comment, donc, la question d'isolant et d'énergie, etc. Mais donc, vous pouvez voir tout en haut, donc, où ils ont intégré la production donc, alimentaire, comestible sur le toit. En même temps, donc, c'est quelque chose qu'on peut faire plus facilement quand on refait les toits. Et donc, voilà juste une image pour montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est juste donc, là, pour montrer la dimension donc des multiples ressources qui sont liées à l'agriculture urbaine, mais où l'agriculture urbaine est juste un petit élément de beaucoup d'autres aspects. On peut dire un élément mineur, mais quand même un élément important. Un deuxième exemple, en Thaïlande, où je pense que c'était le 7e étage d'un grand centre commercial, en plein centre de Bangkok, une université locale, Chulalongkorn University, a créé une sorte d'espace pédagogique
autour donc, des dimensions donc, écologiques de manière large et sur le toit de ce centre commercial. Donc là, c'est entièrement autour de la dimension pédagogique. Donc, beaucoup de différentes manières d'enseigner. Donc, sur ce centre commercial, plusieurs toits verts ont été créés, mais notamment un de ces toits, le plus grand, là à droite, c'est là que cet espace pédagogique a été mis en place. Donc, ça ressemble à ça. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher, mais ça servait pour donc permettre à atteindre autant de monde que possible sur toutes sortes d'événementiels autour de ça. Voilà le schéma qui représente un peu les boucles, disons, qui ont guidé la mise en place de ce projet. Donc, ça comprend, donc, y compris système solaire, captation d'eau, etc. Donc, les éléments assez classiques qui ont été intégrés et avec des formes peut-être, donc, puisque c'est pédagogique et puisque c'est en Thaïlande, y compris un peu de riz. Voilà. Oups. Rapidement, mais pas si rapidement que ça. On passe à Toronto, où je vis. Black Creek Community Farm est la plus grande ferme urbaine dans la ville. On peut écrire un livre entier sur ça parce que ça a eu une très longue histoire comme projet. Ça vous donne un peu donc l'échelle de cette ferme, et la vue en bas vous indique son intégration dans un quartier. Donc en fait, c'est le quartier où il y a la plus grande concentration de logements sociaux et de pauvreté dans la ville. Et juste derrière, avec les arbres, donc c'est une petite rivière qui passe derrière, donc qui explique la présence de cet espace qui est resté vert. Donc il y avait eu une première histoire de cette ferme où c'était la municipalité qui avait mis en place pendant une dizaine d'années des programmations sur ce site-là. Donc une première ferme urbaine. Mais après, à un moment, ils ont dû abandonner, et ça, c'est la version actuelle. Donc disons que ce qu'ils ont voulu faire, c'est une ferme urbaine aussi complète que possible, où on peut retrouver plus ou moins tout. Mais dans tout ça, donc je vais passer juste rapidement. Donc c'est une ferme où il y a eu tout un processus d'insertion où essentiellement, après quelques années, c'est des acteurs locaux qui ont récupéré des fondateurs de ceux qui ont mis la ferme en place et qui ont donc multiples objectifs donc, sociaux, mais en même temps, sur la question de rentabilité et économie, ça devait fonctionner parce que c'est un ONG qui mène ça. Donc ça, c'est un des défis, c'est comment, dans les cas où on peut avoir une ferme où la production est suffisamment importante, comment combiner ça, ou comment gérer ça, où l'objectif principal est des multiples insertions sociales et formations. Bon. Bon, rapidement, donc, là, c'est un des cas les plus intéressants peut-être par rapport à cette question de
boucler la boucle. À Sao Paulo, c'est en dessus d'un shopping center, mais où les propriétaires ont vraiment réussi à boucler la ville en commençant par la récupération des matériaux des food courts, explication aux utilisateurs sur le système qui a été mis en place. Ils ont mis en place un container en bas où ils ont réussi à développer un système de compostage, disons, avec très rapide, où ils ont 2 employés qui travaillent entièrement sur ça, et où le résultat donc de ce nouveau compost qu'ils produisent en dessous du shopping center est utilisé dans une ferme assez grande. Ça, c'est juste une vue donc, entièrement dans des bacs. Ce qui résulte de ça n'est pas vendu, mais c'est en fait offert, donc c'est cuisiné et offert aux employés du shopping center. Donc un cas assez exceptionnel où vraiment dans un seul lieu, ils ont réussi un peu à boucler la ville. Juste, je termine rapidement avec un exemple où c'est sur la question de gouvernance. C'est la ville de Quito a mis en place une agence entière pour soutenir le développement de l'agriculture urbaine et la commercialisation des produits de l'agriculture urbaine comme activité économique assez importante dans la ville. Donc, ils ont mis en place donc, le support du verre pour les formations dans la production elle-même, mais aussi dans comment mettre en place, par exemple, des serres, toutes sortes donc apprendre les semences, l'apiculture, et enfin la vente. Et ils ont mis en place tout un réseau de petits marchés pour les producteurs de la ville et de la région immédiatement limitrophe qui font partie, donc ils ont même, donc, voir, ils portent les mêmes costumes dans la vente, donc pour renforcer le système de vente de ces producteurs. Donc voilà quelques exemples de différentes formes de boucler la boucle un peu autour du monde. Merci. Mais ça fait beaucoup de temps à attendre. Alors, donc à présent, c'est un petit défi quand même pour vous, parce que vous êtes 3, mais vous avez quand même le même temps que les autres. Et pour moi, c'est un défi de vous présenter. Alors, je vais faire très, très court. Je pense que vous pouvez vous présenter. Donc, Johan Hubert, fondateur de Sous les Fraises, va présenter, je ne sais pas comment le qualifier, une expérimentation ou quelque chose, un cas, un projet. Voilà, merci, un projet. Avec Elios Moreno et Carmen Perron. Voilà. Oui. Et donc, vous êtes promoteur immobilier, travaillez chez Marignan. Et oui, il y a une 4e personne qui est là, à l'autre bout. Voilà, Jean-Christophe Manade, c'est ça? Oui, Masnada.